Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je m'insère devant le camion. Oui, réponse A, non, réponse B. Je m'insère derrière le camion. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, on est sur une voie d'accélération. Vous voyez bien qu'on a cédé le passage. Ici, le camion est devant moi et j'aurai pas le temps de pouvoir m'insérer devant lui. Là, on risque clairement l'accident, le choc. Donc ce que je fais, c'est que je laisse passer le camion et ensuite je m'insère derrière lui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 2. Le véhicule à droite est bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, on a la voie de droite qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, ça vient marquer une voie réservée. Donc, le marquage au sol ici nous montre que cette voie réservée est réservée aux bus et non pas aux voitures. Donc, effectivement, le véhicule est très mal positionné et en plus, il risque donc une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 3. Une voiture se trouve dans le giratoire à gauche. J'ai la priorité, donc je peux m'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, juste avant, quand on s'apprête à rentrer dans le carrefour à sens giratoire, regardez le panneau qu'on a. On a un panneau « Céder le passage ». Donc, il faut céder le passage au véhicule, ici comme on rentre dans un sens giratoire, venant de gauche. Alors ça, c'est une chose qu'on a vue plusieurs fois dans la formation. Alors, regardez, il y a une procédure pour pouvoir s'engager dans un sens giratoire. Il y en a même plusieurs selon la sortie que vous prenez. Alors, ici, lorsqu'on s'engage dans un sens giratoire, regardez l'animation, il faut laisser la priorité aux véhicules qui viennent de gauche, dans cette zone qui clignote en rouge. Donc s'il y a un véhicule dans cette zone qui clignote en rouge, on doit céder le passage. Donc ici, je n'ai pas la priorité, donc je ne peux pas m'engager. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 4. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je ralentis. Alors ici, on est en agglomération, juste devant un passage piéton. Et à notre droite, on a un groupe de piétons.
Alors ici, il n'y a aucune raison de klaxonner. D'ailleurs, il est interdit de klaxonner en agglomération. Donc ce que je fais, c'est que je ralentis, je passe et je laisse un espace, une distance de sécurité de 1 mètre entre moi et les piétons qu'il y a sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. Je tourne à droite comme le véhicule en face. Je passe avant le véhicule en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on se retrouve sur une intersection dans laquelle, en fait, il n'y a pas de signalisation qui vient gérer les régimes de priorité. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est-à-dire pas de marquage au sol, ni de signalisation verticale, c'est-à-dire des panneaux ou des feux qui régissent la priorité, alors on est sous le régime de la priorité à droite. Donc ici, on se situe à droite par rapport au véhicule qu'il y a en face. C'est donc moi qui ai la priorité. Donc ici, je tourne à droite avant le véhicule en face. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, on ne klaxonne pas. On roule à 10 km/h. Certes, il y a un danger, il y a un vélo devant nous. Ben, c'est à nous de mettre le pied devant la pédale de frein, au cas où, si on doit freiner. Mais en aucun cas, je klaxonne. N'oubliez pas qu'il est interdit de klaxonner, sauf danger imminent, en agglomération. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 7. La consommation d'alcool entraîne. Réponse A, une augmentation du champ visuel. Réponse B, une diminution de l'acuité visuelle. Réponse C, une vision floue. Alors, la consommation d'alcool, mais également de psychotropes, hein, mais là on va parler de la consommation d'alcool, va avoir plusieurs effets sur la vision. Alors, ça va avoir quoi comme effet sur la vision? Déjà sur le champ visuel. Ça va diminuer le champ visuel. Autre chose, ça va diminuer l'acuité visuelle. Alors attention, on n'a pas le temps, j'aurai pas le temps ici de vous apprendre ce que c'est qu'un champ visuel et une acuité visuelle, mais sachez que vous devez le savoir avant de passer votre code. Ce sont des notions très importantes, donc pour ceux qui ne savent pas, rendez-vous dans l'information. Et également, qu'est-ce que ça va entraîner la consommation d'alcool? Ça va entraîner ce qu'on appelle une diplopie, c'est-à-dire que vous allez voir flou. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 8. L'ABS permet, réponse A, de réduire la distance de freinage en cas de freinage d'urgence. Réponse B, d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence.
Alors, déjà, l'ABS, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ABS, ce sont les initiales pour anti-blocage système. Ou sinon, hein, plus simplement, c'est anti-blocage des roues. Donc, c'est un système qui va éviter que tes roues se bloquent lors d'un freinage d'urgence. Alors, pourquoi ce système? Regardez cette petite vidéo. Lorsque vous freinez d'un coup, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas d'ABS? Vos roues vont se bloquer, ce qui va entraîner, en fait, une perte de la manœuvrabilité du véhicule. Et donc, la voiture elle va partir dans tous les sens parce que vos roues seront bloquées. Qu'est-ce que va apporter l'ABS? L'ABS, ce qu'il va faire lorsque vous allez appuyer à fond sur le frein, c'est que en fait, il y a un système à l'intérieur qui va faire en sorte que les roues ne se bloquent pas. Donc c'est un système qui va agir sur les plaquettes de frein et qui va en fait faire en sorte de bloquer les roues par intermittence, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et qu'est-ce que ça va permettre ça? Ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle du véhicule et donc une meilleure manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Donc, l'ABS va permettre d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne va pas réduire la distance de freinage, en aucun cas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 9. Je suis en conduite probatoire. La vitesse maximale autorisée est de... Réponse A, 110 km/h. Réponse B, 130 km/h. Alors ici on est sur autoroute, donc comme le panneau le montre, la vitesse est maximale autorisée de 130 km/h et de 110 en temps de précipitation. Ou de mauvais temps plutôt. Seulement, comme vous le savez, regardez ici, je vous mets donc le document des vitesses maximales autorisées selon les types de routes. Donc lorsqu'on est en probatoire sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Je sors du véhicule. Je vérifie mon angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ouvre la portière avec la main droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors bien sûr, avant d'ouvrir la portière, il faut toujours vérifier son angle mort. Il peut y avoir un véhicule dans votre angle mort et si vous ouvrez la portière alors qu'il y a un véhicule par exemple en mouvement, ça fera un accident. Ensuite, un peu plus compliqué, j'ouvre la portière avec la main droite. Alors effectivement, il est plus pertinent d'ouvrir la portière avec la main droite parce qu'en fait ça vous permet tout simplement de pivoter le corps et donc de vérifier votre angle mort. Si vous ouvrez votre portière avec la main gauche, vous avez tendance à regarder devant vous. Parfois même, vous l'ouvrez en regardant à droite. Alors que là, en l'ouvrant avec la main droite, vous êtes obligé de pivoter votre corps vers la gauche. Donc ici, les bonnes réponses seront les réponses A et C. Question numéro 11. Le véhicule doit marquer l'arrêt au stop. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici on est dans une intersection où on voit en face de nous donc un véhicule qui a passé le stop et à sa droite un policier avec les bras écartés de profil. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là le policier il est en train de réguler la circulation dans cette intersection. Lorsque c'est un agent de police qui régule la circulation, alors il remplace la signalisation. C'est-à-dire qu'il remplace les feux et les marquages au sol. Donc, il faut savoir que les agents de police, lorsqu'ils régulent la circulation, ils utilisent des signes. Alors, ils utilisent plusieurs signes, mais ils en utilisent deux plus particulièrement. Alors, c'est les bras écartés vus de face et de dos, qui signifient l'arrêt obligatoire, et les bras écartés vus de profil, qui signifie une autorisation de passer. Comme c'est le cas ici, dans cette situation. Donc, ici, le véhicule ne doit pas marquer l'arrêt au stop car le policier lui fait signe de passer. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. La prochaine aire d'autoroute est équipée d'une station essence, oui réponse A, non réponse B, d'un hôtel, oui réponse C, non réponse D. Alors, comme le montre le panneau, tu auras deux choses dans cette aire d'autoroute. Tout d'abord, une station essence ou poste de distribution de carburant et également un débit de boissons. Par contre, il n'y aura pas d'hôtel parce que le panneau d'indication de service qui t'indique qu'il y a un hôtel, c'est celui-ci. Donc ici, il n'y en a pas, donc il n'y aura pas d'hôtel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 13. Changer de position régulièrement constitue un signe d'apparition de la fatigue. Oui réponse A, non réponse B. Alors, comme le montre le document que vous trouverez dans la formation, effectivement, il y a plusieurs signes de fatigue. Notamment changer régulièrement de position, c'est-à-dire avoir des sortes de douleurs ou de gênes musculaires, des bâillements, des picotements aux yeux. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 14. Dans cette situation, je dépasse les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis en présence d'une zone d'incertitude. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici vous voyez que la rue est étroite et qu'on est en agglomération. Hein, vous savez déjà, je pense, que en agglomération, lorsqu'on veut dépasser des usagers vulnérables, alors on doit laisser un écart de sécurité d'1 mètre. Or, ici, si on dépasse les piétons, clairement, on n'aura pas cet écart de sécurité de 1 mètre et on risque le contact avec ces piétons. Alors, est-ce que je suis en présence d'une zone d'incertitude ? Ça, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille fortement d'aller dans la formation, de vous former. C'est une question de cours. Donc effectivement, les usagers vulnérables ont des zones d'incertitude et qui dépendent en fait de leur nature. Les piétons vont avoir une certaine zone d'incertitude, les animaux
une certaine zone d'incertitude, les enfants une certaine zone d'incertitude. Bref, en tout cas, je vous en réfère à la formation. Ici, effectivement, on est dans une zone d'incertitude. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 15. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, devant nous, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. On a deux piétons à droite qui attendent au passage piéton, donc qui veulent traverser la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation, étant donné que le passage piéton n'est pas régulé par une signalisation lumineuse, les piétons sont prioritaires. Donc, on doit les laisser passer. Sinon, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Refus de priorité, c'est 135 € d'amende, 6 points en moins. Donc la bonne réponse, ici, est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. Je roule en agglomération. Le passage à niveau se trouve A. Réponse A, 150 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 15 mètres. Réponse D, 100 mètres. Alors, encore une fois, par expérience, je suis quand même enseignant de la sécurité routière. Par expérience, je sais que beaucoup d'entre vous se sont trompés à cette question. Alors, vous voyez ici, on est en agglomération. Et on a une borne qui nous avertit d'un passage à niveau. Alors, lorsqu'on est en agglomération, cette borne avec 3 bandes rouges nous informe que le passage à niveau est à 50 mètres. À ne pas confondre avec cette borne lorsqu'elle est placée hors agglomération qui indique un passage à niveau à 150 mètres. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. En cas de perte totale de points, je perds le droit de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour beaucoup de personnes, cette question va paraître évidente. En fait, elle n'est pas si évidente que ça. Dans certains cas, vous pouvez continuer à conduire, même si vous n'avez pas tous les points. Mais en général, lorsque vous perdez vos points, donc 12 points pour ceux qui sont plus en probatoire, 6 points pour ceux qui sont en probatoire, si vous n'avez plus de points sur votre permis de conduire, vous n'avez plus le droit de conduire.
Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Avoir une alcoolémie de plus de 0,8 g par litre de sang au volant constitue réponse A, une infraction, réponse B, un délit, réponse C, une contravention, réponse D, un crime. Alors, souvent, vous confondez tout. Vous confondez contravention, infraction, délit. Donc, on va voir tout ça tout de suite. Alors, c'est quoi une infraction déjà ? Une infraction, c'est le fait de contrevenir à la loi. D'accord ? Et lorsque vous allez contrevenir à la loi, vous allez avoir des sanctions. Et il y a différents types de sanctions qui sont classées selon leur gravité. Vous allez avoir les infractions. Question numéro 19. Je peux m'arrêter sur la voie à ma droite pour faire monter une personne dans mon véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, regardez la voie de droite. Elle est délimitée par une ligne épaisse discontinue. Cette ligne épaisse discontinue vient matérialiser une voie réservée. Elle n'est pas réservée à vous, elle est réservée à d'autres utilisateurs. Ici, on peut voir que elle est réservée au bus. On peut voir parce qu'on a une voie de bus à droite. Donc, vous n'avez même pas le droit d'y aller. Donc, encore moins de vous arrêter sur cette voie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 20. Dans cette situation, réponse A, je change de voie immédiatement. Réponse B, je freine brusquement. Réponse C, je me prépare à changer de voie. Alors ici, comme tu le vois, au loin, on a un véhicule d'intérêt général qui nous oblige, il y a un panneau d'obligation, à prendre la voie de gauche. Cependant, comme tu peux le voir, il y a des véhicules sur ma gauche et surtout, il y a un véhicule qui est en train de me doubler, comme on peut le voir dans le rétroviseur gauche. Donc surtout, je ne freine pas brusquement, cela n'a aucune utilité. Je ne change pas de voie immédiatement. Je me prépare à changer de voie. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 21. En état de somnolence, le risque d'accident est multiplié par réponse A, 3 à 4, réponse B, 9 à 10. La fatigue est responsable d'un tiers des accidents de la route. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, c'est une question vraiment de cours, donc vous retrouverez ce document dans la formation, un document que je vous partage. Donc effectivement, le risque d'avoir un accident en état de somnolence est multiplié par 3 ou 4. Et il faut savoir aussi que la fatigue est un facteur d'accidentologie assez important car elle représente
un tiers des facteurs d'accident. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 22. Dans cette situation, le véhicule blanc doit principalement contrôler réponse A, son rétroviseur intérieur, réponse B, son angle mort gauche. Alors, pour répondre à cette question, tu dois d'abord connaître deux notions, celui du champ visuel et celui de l'angle mort. Alors, le champ visuel, c'est quoi? Le champ visuel, c'est la portion de l'espace que tu vois avec tes yeux. En général, pour un être humain, le champ de vision binoculaire est d'à peu près 120 degrés. Un angle mort, c'est quoi? L'angle mort, c'est la portion de l'espace que tu ne peux pas voir. Soit parce qu'il est hors de ton champ de vision, soit parce que ton champ de vision est obstrué par un obstacle. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans un véhicule, quand tu es dans un véhicule, d'abord tu auras ton champ de vision avant, ce que tu vois avec les yeux. Ensuite, tu vois autre chose aussi avec les yeux grâce au miroir, c'est-à-dire grâce au rétroviseur intérieur et extérieur. Grâce au rétroviseur intérieur, tu vois cette portion de l'espace. Et grâce au rétroviseur extérieur, tu vois cette portion de l'espace. Alors, tu verras bien ici que y a deux portions de l'espace que tu ne peux pas voir, à gauche et à droite. C'est ce qu'on appelle les angles morts gauche et les angles morts droit. Alors, il y a aussi d'autres angles morts un peu moins connus. Tu vois, dans ta voiture, il y a des montants. Et ces montants constituent un obstacle et donc vont obstruer ton champ de vision. Ils vont donc matérialiser des angles morts. Et aussi, tu vois, à l'arrière du véhicule, il y a deux petits points en fait qui ne sont pas couverts par les rétroviseurs. Ça aussi, ça constitue des angles morts. Je peux t'assurer qu'ici, s'il y a un vélo ou un tout petit scooter, selon le réglage de tes rétroviseurs extérieurs, tu ne le verras pas. Pour répondre à la question, la moto est située ici. Donc la moto, dans cette situation, elle est située sur l'angle mort gauche du véhicule blanc. Donc, pour répondre à la question, le véhicule blanc doit principalement contrôler son angle mort gauche, car de toute façon, sur son rétroviseur intérieur, il ne le voit pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire le champ de vision n'est pas de 120 degrés, il est de 180 degrés, je l'ai vu dans une autre application. Alors, le champ de vision binoculaire, c'est-à-dire le champ de vision que tu vois avec tes deux yeux, est bien de 120 degrés. Vous pouvez ouvrir un livre de médecine, vous pouvez appeler votre ophtalmologue et lui demander. Vous pouvez tout simplement aller sur Internet ou même faire l'expérience chez vous. Mettez-vous à l'arrêt, regardez un point fixe devant vous et vous verrez très bien que votre champ de vision n'est pas de 180 degrés. Vous ne voyez pas ce qu'il y a au niveau de vos épaules. Et c'est normal, vous n'êtes pas un hibou. Bon, après, c'est pas très important, c'est des petits détails techniques, mais scientifiquement, le champ visuel est de 120 degrés, champ visuel binoculaire, à l'arrêt. Question numéro 23. Je peux dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser par la gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, déjà la première question. Est-ce que je peux dépasser par la droite? Alors, il faut que vous sachiez qu'il est formellement interdit, sous aucun prétexte, de dépasser par la droite. Donc, on ne dépasse pas par la droite. Donc, à la question « Je peux dépasser par la droite ?» la bonne réponse est la réponse B. Non. Est-ce que je peux dépasser par la gauche? Dans le cas général, oui, on peut dépasser par la gauche. Quand on dépasse par la gauche. Alors, par contre, dans ce contexte, si vous regardez le rétroviseur intérieur, on voit qu'il y a une voiture qui nous colle, qui est très très proche. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dépasser par la gauche. Il va falloir que j'attende que cette voiture me dépasse pour ensuite dépasser par la gauche. Donc ici, est-ce que je peux dépasser par la gauche? La réponse est non. Question numéro 24. Dans cette situation, le piéton est prioritaire. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque une amende. Oui, réponse C, non, réponse B. Alors, effectivement, ici, le piéton est prioritaire. Il y a un passage piéton. Si vous refusez la priorité au piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton, qui est sanctionné par une contravention de 4e classe, 6 points en moins sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 25. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Je propose de l'eau aux blessés pour les hydrater. Oui, réponse A. Non, réponse B. En premier lieu, je contacte les secours afin d'être secouru rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à savoir qu'il ne faut jamais donner ni d'eau ni de nourriture à un blessé qui vient d'avoir un accident. Il ne faut jamais faire ça. Autre chose, lorsque on est témoin d'un accident avec dommages corporels, on doit utiliser la règle du PAS. Donc, protéger, alerter, secourir. Donc, avant d'appeler les secours, on protège. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal
former. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. La voie de stockage est réservée aux véhicules qui tournent à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, tu vois, la voie dans laquelle on s'apprête à aller, c'est une voie réservée. Hein, on peut le voir parce que on a des lignes épaisses discontinues et une flèche allant à gauche. Donc effectivement, si je veux tourner à gauche, je m'engage dans la voie de stockage. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Je ne suis pas assuré. Je risque une amende. Oui, réponse A, non, réponse B. Je suis responsable financièrement des dégâts occasionnés en cas d'accident. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, sachez que au niveau du code des assurances, vous êtes obligé d'assurer votre véhicule au minimum au tiers. Donc, est-ce que vous risquez une amende si vous n'êtes pas assuré? Oui. Ensuite, est-ce que vous êtes responsable financièrement des dégâts occasionnés en cas d'accident? Bah, si vous n'êtes pas assuré, vous êtes 100% responsable financièrement des dégâts occasionnés. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 28. Hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient réponse A, jaune, réponse B, vert, réponse C, bleu, réponse D, rouge. Alors, sur un éthylotest, donc, il y a un tube rempli de cristaux qui vont changer de couleur si vous avez bu de l'alcool ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éthylotest est constitué d'un repère. Ce repère, c'est un trait qui est au milieu et qui correspond à une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang. Donc, si les cristaux deviennent verts et dépassent le repère, c'est que votre alcoolémie est supérieure à 0,5 g par litre de sang. Si les cristaux deviennent verts mais qui sont en dessous du repère, c'est que votre alcoolémie est inférieure à 0,5 g par litre de sang. Cependant, vous savez bien que pour un probatoire, la limite contraventionnelle est de 0,2 g par litre de sang. Donc si vous êtes en probatoire et que les cristaux deviennent verts, même s'ils sont en dessous du trait de repère, alors vous êtes en infraction également. Donc ici, hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient vert. La bonne question ici est la réponse B. Question numéro 29. Je risque de rencontrer des pierres sur la chaussée. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors effectivement, ce panneau est un panneau de danger qui indique un risque de chute de pierre et de pierre sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Le GPS doit être programmé A. Avant le départ, B. Pendant le trajet. En circulation, il vaut mieux C. Regarder l'écran, D. Écouter les indications. Alors bien sûr, le GPS doit être programmé avant le départ. Pareil, en circulation, vaut mieux écouter les indications plutôt que de regarder l'écran. Tout simplement parce que ça va diminuer votre vigilance. Vous n'aurez plus le regard porté sur la route. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 31. Le bus risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A, non. Réponse B. Alors, vous devez savoir que les bus ou les camions ont des rayons de braquage beaucoup plus grands que celui d'une voiture. Donc, lors d'un virage, ce genre de véhicule risque d'empiéter sur votre voie. Donc, ici, est-ce que le bus risque d'empiéter sur ma voie? Bah oui, on le voit bien. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. J'ai mon permis depuis plus de 3 ans. La vitesse maximale autorisée est de A. 90 km/h, B. 110 km/h, C. 80 km/h, D. 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. Donc, pour savoir quelle est la vitesse maximale autorisée, c'est très simple, il faut savoir où on est. Donc, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de déplacement. Donc, si on reprend le document que vous trouverez donc, dans l'information, donc on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h pour une personne qui a passé son probatoire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout ne te dis pas ah ben c'est pas grave. Les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre.
Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers signes de somnolence est multiplié par réponse A, 3 à 4, réponse B, 4 à 5, réponse C, 11 à 12. Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours qui est souvent posée lors des nouveaux examens du code de la route. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver donc, dans la formation. Et donc, effectivement, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents sur autoroute. Et le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers risques, les premiers signes de somnolence sont multipliés par 3 ou 4. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. À l'entrée de ce tunnel, la vitesse maximale autorisée sera de 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement sera autorisé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, juste à droite, on a des panneaux de signalisation. Parmi eux, il y en a deux qui vont te permettre de répondre à la question. Tout d'abord, ce panneau de limitation de vitesse à 50 km/h qui signifie que à l'entrée du tunnel, donc juste après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h et non de 70 km/h. Juste en dessous, tu as un panneau d'interdiction de stationnement et d'arrêt dans le tunnel. Donc, ici, la vitesse maximale autorisée sera de 50 km/h et le stationnement sera interdit. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 35. La signalisation indique une réduction de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, on a vu ça plusieurs fois, que ce soit dans la formation ou les vidéos YouTube. Là, ce que tu vois devant toi, c'est un panneau d'entrée d'agglomération, entre autres. Donc ce panneau d'entrée d'agglomération veut dire deux choses. Il signifie que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et il signifie également qu'il est interdit de klaxonner à l'intérieur de l'agglomération. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Le camion est stationné. Il met son clignotant droit. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors ici, on est dans un cas très courant. Donc on a un camion qui est stationné ou à l'arrêt sur le côté gauche. Donc il met son clignotant pour nous avertir qu'il va prendre la voie et sortir de son stationnement. Sauf que là, vu qu'il sort d'un stationnement ou d'un arrêt, il n'a pas la priorité. C'est nous qui avons la priorité. Donc, ici, on passe. On ne s'arrête pas pour le laisser passer, on passe. Il passera après que moi, je serai passé. Une fois que la voie sera libre, il pourra passer. Mais ici, c'est moi qui ai la priorité. Donc là, la bonne réponse est la réponse. Les bonnes réponses sont la réponse A et D. Question numéro 37. Je vérifie régulièrement la pression. Réponse A, des pneus avant et arrière. Réponse B, de la roue de secours. Le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la vérification des pneus doit s'effectuer régulièrement, à peu près une fois par mois. Vous devez vérifier les pneus avant et arrière, et également la pression de la roue de secours. Pour savoir si le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus, si vous regardez le petit pictogramme, ce pictogramme signifie que le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 38. Je suis contrôlé positif au cannabis. J'encours. Réponse A, 2 ans de prison. Réponse B, 5 ans de prison. Réponse C, un retrait de 6 points. Réponse D, une suspension de permis. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez donc dans la plateforme pédagogique, si vous êtes contrôlé positif au cannabis, alors c'est ce qu'on appelle un délit de stupéfiant, et vous encourez bien sûr 6 points de retrait, donc une grosse amende de 4 500 €, vous risquez maximum 2 ans de prison, une suspension de permis, l'obligation de réaliser un stage, et également la rétention immédiate du permis de conduire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A, C et D. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles.
Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Dans cette situation, les pneus neige sont: réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé. Alors ici, comme tu peux le voir, on est dans une situation où la route est enneigée. Cependant, aucune signalisation t'oblige à mettre tes pneus neige. Les panneaux qui t'obligent à mettre les pneus neige, c'est le panneau d'obligation ou bien le panneau d'entrée de zone d'équipement hivernaux obligatoire. Cependant, on voit qu'il y a quand même une fine couche de neige sur la route. Et là, les pneus neige sont très pertinents et conseillés. Même, je dirais même, sont plus conseillés que des chaînes. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Après ma période probatoire, je peux conduire une moto de 125 cm3. Réponse A, oui, après une formation pratique. Réponse B, non, je dois passer mon permis moto. Alors effectivement, après ta période probatoire, tu pourras conduire une moto de 125 cm3 après avoir passé une formation pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.